Depuis des siècles, des batailles épiques se déroulent à la surface ou dans les profondeurs de nos océans. Avec une seule bordée, vous pouviez tuer des centaines de personnes. Les navires étaient devenus des armes redoutables. Les constructeurs se surpassent pour inventer des bâtiments toujours plus rapides, plus puissants et défaire leurs ennemis. Le pays qui possède la flotte militaire la plus puissante peut mettre en déroute ses adversaires et contrôler les océans. Et qui contrôle les océans contrôle le monde. À leur bord, de véritables machines de guerre. C'était la première fois qu'on tirait une torpille sur un ennemi depuis la Seconde Guerre mondiale. Il fallait être sûr de soi. Mais ces navires ont aussi sauvé la vie de milliers de personnes. Pour les gens qui fuyaient le nazisme, Garde à Troie était un véritable radeau de survie. Et donné aux hommes et aux femmes le courage de dépasser leurs limites. Matelots à vos postes, prêts à vous battre, prêts à mourir, car nous coulerons avant de nous rendre. Les navires de guerre et leurs équipages ont façonné notre histoire. En tant que capitaine d'un sous-marin de combat, j'avais la responsabilité d'éviter à tout prix la Troisième Guerre mondiale. Aujourd'hui, une révolution navale déclenchée par l'invention d'une nouvelle arme. Une attaque à la torpille, si elle réussissait, pouvait changer le cours d'une bataille en quelques minutes. Cette innovation technologique consacra l'avènement des navires les plus rapides de l'histoire. S'ils parvenaient à se placer dans le bon axe, c'était le désastre assuré. Au sein de leurs équipages, certains devinrent de véritables héros. On nous disait, vous êtes incroyables. Et parmi eux, une idole américaine. Le 10 juin 1918, à quelques mois de l'armistice, le navire de guerre austro-hongrois Szent István se trouve en difficulté au large de ce que l'on appelle aujourd'hui la côte d'Almat en Croatie. Son navire jumeau ne peut rien faire pour l'aider et se contente de filmer la scène. Alors que le Szent István penche dangereusement à tribord, une partie des 1000 matelots de l'équipage abandonne le navire. D'autres sortent les canons à bâbord pour rééquilibrer le navire. Mais plus rien ne peut sauver le cuirassé. L'imposant navire chavire et coule, emportant avec lui 89 marins. C'est le seul naufrage de la Première Guerre mondiale à avoir été filmé. La cause de ce naufrage est tout à fait exceptionnelle. En effet, à l'époque, personne n'utilisait encore l'arme qui venait de couler le puissant cuirassé, la torpille. Un petit navire italien avait réussi à se faufiler parmi les bâtiments austro-hongrois et s'était approché du Szent István. Il tira 2 torpilles avant de s'échapper. La torpille et le torpilleur. Un couple redoutable qui transforma radicalement la façon de livrer des batailles navales. Pour remonter à la source de cette invention révolutionnaire, il faut suivre le cours paisible de la Tamise. Il y a 140 ans, John Thornycroft avait installé ses prospères chantiers navals dans le quartier de Chiswick, à l'ouest de Londres. L'homme construisait des bateaux depuis ses 19 ans et il était spécialisé dans les péniches à vapeur, des bateaux de plaisance pour des hommes de qualité. Les péniches de Thornycroft étaient conçues pour 6 à 8 personnes et ils naviguaient plutôt lentement. Elles étaient destinées au tourisme fluvial. La réputation du constructeur dépassait largement les frontières du Royaume-Uni. Et en 1873, la marine norvégienne lui proposa d'abandonner les navires de plaisance pour se lancer dans un nouveau type de projet. À l'avant de ce navire, il y avait une hampe de 10 mètres qui portait une charge explosive
et le but était de la faire taper contre un bâtiment ennemi au niveau de la ligne de flottaison. Les premières torpilles étaient en réalité des mines navales que l'on projetait sur l'ennemi avec une lance. En 1864, pendant la guerre de Sécession, le même procédé avait été utilisé pour couler un navire unioniste. Au Royaume-Uni, les inventeurs développaient à présent une version bien plus sophistiquée de cette arme. Depuis plusieurs décennies, on s'intéressait beaucoup à l'idée d'une arme qui pourrait se déplacer sans être détectée, sous l'eau et sur de longues distances, et qui pourrait être utilisée depuis un navire petit et simple à construire. L'inventeur italien Giovanni Lupis avait dessiné des plans intéressants. Et grâce à sa rencontre avec l'ingénieur britannique Robert Whitehead en 1864, il put mettre au point la première torpille. Lupis inventa la première torpille automotrice. C'était une charge explosive qui se déplaçait sous l'eau. Mais son invention était théorique. Il n'y avait pas vraiment de prototype. Whitehead, lui, était ingénieur. Il a pu réaliser les idées de Lupis. Ils ont donc créé la torpille à deux. Les torpilles sont toutes composées des trois mêmes éléments. Une ogive contenant des explosifs, un système de propulsion qui, à cette époque, fonctionnait ou à vapeur ou à air comprimé, et un système de stabilisation gyroscopique pour la guider. Bien que l'un des inventeurs de cette torpille fût britannique, la Royal Navy mit du temps à s'y intéresser. Cette arme avait cependant attiré l'attention des marines de nombreux autres pays qui s'empressèrent de l'acquérir. Elle s'appelait à l'époque la torpille Whitehead. L'intérêt majeur de la torpille pour les marines de pays plus pauvres était qu'elle permettait de frapper des cibles très puissantes. Il suffisait de charger l'un de ces missiles sur un petit bateau qui n'avait pas coûté cher à construire, et si l'attaque était bien menée, il pouvait détruire un bâtiment qui, lui, valait beaucoup plus cher. Enfin, en 1875, la marine britannique recruta Thornycroft sur les chantiers navals de Chiswick. Comme les Norvégiens, ils voulaient produire un nouveau type de navire, petit et rapide, pour pouvoir lancer leur nouvelle torpille automotrice. Il créa alors le premier véritable torpilleur, le HMS Lightning. Thornycroft vendait ses bateaux à toutes les marines d'Europe. À l'époque, il n'y avait pas de restrictions sur la vente de matériel militaire. Rapidement, tout le monde s'est mis à utiliser les torpilleurs du même constructeur britannique. La construction s'intensifia, mais il testait toujours de nouvelles choses. Au début, tous les torpilleurs construits étaient des prototypes. Thornycroft continuait ses expérimentations et, à la fin, il réussit à construire des bateaux avec une vitesse maximale de 30 nœuds. C'était incroyable à l'époque, un peu comme les voitures de Formule 1 aujourd'hui. Au début de la Première Guerre mondiale, la prolifération des torpilleurs devenait dangereuse pour les différentes marines qui devaient s'en protéger. Le seul moyen qu'on avait à l'époque de se défendre des torpilles, c'était de couler le vecteur de lancement, le torpilleur. Plus facile à dire qu'à faire. Le HMS Caroline avait pour mission de couler les torpilleurs ennemis. C'était un croiseur léger mis à l'eau en 1914. Il était équipé de lanceurs de torpilles. Le Caroline devait placer le navire ennemi sur son flanc, puis les torpilles étaient larguées dans l'eau. Ensuite, l'officier d'artillerie donnait l'ordre de les tirer. Mais les croiseurs avaient un désavantage très important sur les torpilles. Ils n'étaient ni assez mobiles, ni assez rapides. Jusqu'à ce que les Britanniques, avec l'aide de Thornycroft, inventent un nouveau type de bâtiment, le contre-torpilleur. Il transportait des torpilles et une artillerie lourde. Il se déplaçait encore plus rapidement que les torpilleurs existants et avait un équipage de 40 marins et officiers. C'était la combinaison idéale et ça fonctionnait. Pour Thornycroft, c'était du pain béni. Il construisait les torpilleurs et maintenant les contre-torpilleurs. Au fil des ans, le contre-torpilleur a changé de dénomination. On l'a appelé le destroyer, le navire qui est au cœur des marines du monde entier.
Personne sur les chantiers navals de Thornycroft n'aurait pu imaginer l'incroyable destin des bateaux qu'il construisait. La fonction du destroyer n'a pas beaucoup évolué entre la Première Guerre mondiale et 1939, mais des modèles de plus en plus imposants, de plus en plus rapides et de mieux en mieux armés furent construits. Ils devaient pouvoir lancer des torpilles, contrer les attaques des torpilleurs ennemis, attaquer les sous-marins émergés et se défendre des attaques aériennes. C'étaient des navires formidables. Les destroyers que l'on construisait étaient de plus en plus performants, certes, mais les torpilleurs aussi. Pendant la Seconde Guerre mondiale, la marine britannique fut plus d'une fois aux prises avec un nouveau type de navire développé par les Allemands. Ce navire a une forme de couteau. Pour les Allemands, c'était le pendant naval du chasseur britannique Spitfire. L'invention de la torpille automotrice a considérablement changé la construction navale à la fin du XIXe siècle. Dans le monde entier, les marines devaient acquérir des navires pour les lancer et des navires pour s'en défendre. Au début de la Première Guerre mondiale, l'Allemagne commanda 48 torpilleurs ultramodernes. Aucune flotte ne pourrait leur résister. Au même moment, la Royal Navy s'équipait en destroyers, tout en redoutant la menace allemande. L'amiral John Jellicoe commandait la principale flotte britannique. Avant même le début de la guerre, il avait dit publiquement que s'il voyait l'ennemi sur le point de lancer une attaque à la torpille, même s'il n'était pas sûr, mais qu'il voyait les navires ennemis se retourner, il partirait du principe qu'ils avaient été torpillés et ferait demi-tour. Une attaque à la torpille menée conjointement par plusieurs torpilleurs, si elle réussissait, pouvait changer le cours d'une bataille en quelques minutes. Le 31 mai 1916, le cauchemar de Jellicoe devint réalité. Les flottes allemandes et britanniques se retrouvèrent pour la plus grande confrontation navale de la guerre, la bataille du Jutland. Au cours de cet événement historique, l'utilisation de torpilles a tout fait basculer. Les Allemands étaient en infériorité numérique et essayaient de se désengager. L'amiral Scheer eut l'idée d'envoyer tous ses torpilleurs en première ligne, qui se retrouvèrent seuls face à la Royal Navy. Pour éviter les torpilles, Jellicoe décida de faire demi-tour. Une seule torpille atteignit sa cible. Ce qu'il faut retenir de cette bataille, c'est que grâce aux torpilleurs, Scheer a pu sauver sa flotte et la ramener au port indemne. Jellicoe avait refusé de se battre, et il a été extrêmement critiqué dans son pays pour cela. Durant l'entre-deux-guerres, les torpilleurs continuèrent à évoluer, devenant de plus en plus redoutables. Les turbines à vapeur furent remplacées par des moteurs à pétrole plus performants. Et une fois encore, les Allemands avaient une longueur d'avance. Qui pourrait imaginer que dans ce paisible chantier maritime de Cornouailles se trouve une véritable machine de guerre nazie? Le S-130 est un torpilleur allemand mis à l'eau en 1943. Il fait partie de ce que l'on appelle les S-boats. Les Britanniques s'en sont emparés à la fin de la guerre et il est aujourd'hui en restauration. Depuis la Première Guerre mondiale, la capacité et la composition de l'arsenal allemand étaient soumises à de nombreuses régulations internationales. Cela força les Allemands à se concentrer sur des technologies simples, en construisant des petits navires qui dissimulaient leur véritable nature. Il s'agit d'une petite vedette en bois, ou du moins c'est l'impression que ça donne aux puissances internationales. Car en réalité, il s'agit d'un torpilleur assez puissant pour couler un cuirassé. Ce type de torpilleur, les Schnellboot, ce qui veut dire en allemand navire rapide, était conçu pour s'infiltrer dans les rangs ennemis, tirer des torpilles et s'échapper rapidement. Ce navire a une forme de couteau. Il est fait pour couper les flots. Ce qui est particulièrement intéressant, c'est que la charpente que vous voyez là est la même que celle qu'utilisaient les Vikings. C'est une combinaison de savoirs ancestraux et des toutes dernières innovations technologiques de l'époque.
À l'intérieur, il y a une sorte de squelette en aluminium qui permet de renforcer la charpente en bois. Et au cœur du navire, il y a 3 gros moteurs diesel de marque Mercedes-Benz. Chacun fait la taille d'une petite voiture et ils permettent au navire d'atteindre une vitesse de 45 nœuds. Même s'ils pesaient plus de 100 tonnes une fois l'artillerie chargée, les S-boats étaient plus rapides que les torpilleurs alliés. Et voilà l'une des hélices. C'est un ouvrage magnifique. Il y en avait 3 qui coupaient l'eau, toutes parfaitement calibrées. Les moteurs sont aussi de très beaux modèles. Et ce sont eux qui font tourner les hélices, ce qui permet aux torpilleurs d'avancer extrêmement vite. Pour les Allemands, c'était le pendant naval du chasseur britannique Spitfire. La restauration du S-130 a mis au jour les techniques ancestrales utilisées par les constructeurs allemands de l'époque, Regardez ces crans dans le bois. La coupe est magnifique. mais aussi l'accablante charge de travail qui reposait sur les ouvriers. On s'est rendu compte que les ouvriers ont rencontré de nombreux problèmes lors de la construction, car ils ont utilisé des vis de tailles différentes. Ils n'avaient pas assez de vis pour finir le travail et ont dû improviser. C'est très représentatif de ce qui se passait en Allemagne pendant la guerre. Il n'y avait pas assez de ressources premières. Ces navires majestueux et sophistiqués étaient-ils efficaces? Les Allemands voulaient perturber les routes maritimes de ravitaillement pour affaiblir la Grande-Bretagne. Les sous-marins attaquaient les convois traversant l'Atlantique, mais il était plus difficile d'atteindre les navires de cabotage qui restaient proches des côtes. Ces convois transportaient habituellement du charbon, qui permettait d'éclairer les villes. Sans ces convois côtiers, l'économie britannique aurait tourné au ralenti. Quand la France capitula en 1940, les S-boats s'invitèrent dans la partie. Depuis les ports français de la Manche, ils pouvaient prendre pour cible n'importe quel navire longeant la côte anglaise. Grâce à leur grande mobilité, ils se déplaçaient rapidement de nuit, sans être repérés, et attendaient que les convois passent. La technique de prédilection des S-boats s'appelait la Stitzansatz, ou approche aléatoire. Ils naviguaient en ligne vers le convoi ennemi. À une quinzaine de kilomètres de leur cible, ils se séparaient en groupes de 2, éloignés les uns des autres de 3 kilomètres. Puis ils attendaient que le convoi entre dans leur viseur. Pendant plus de 2 ans, avec cette technique très simple, les navires allemands purent contrôler la Manche. Pour vous donner une petite idée de la puissance des S-boats, à la fin de l'année 1942, au large du phare d'Eddystone, pas très loin de l'endroit où nous nous trouvons actuellement, les torpilleurs allemands coulèrent en seulement quelques minutes 3 navires marchands et le chalutier militaire qui assurait leur protection. 30 marins perdirent la vie. À partir du moment où ces torpilleurs réussissaient à avoir leur cible en ligne de mire, ils faisaient mouche. Le tube à torpille était installé à cet endroit et les recharges se trouvaient juste derrière lui sur le pont. En fait, c'était très simple de les recharger. Il suffisait de tirer la première torpille, d'amener la seconde, de la glisser dans le tube et c'était prêt. Encore aujourd'hui, ce type de torpille ferait d'énormes dégâts, même sur un navire moderne. 70 ans après, elles ont encore une puissance incroyable. Même si ce torpilleur est en restauration et qu'il n'est plus aussi imposant qu'à l'époque, une grande puissance s'en dégage et impose le respect. Dès le milieu de l'année 1943, les Allemands se préparaient à l'inéluctable invasion de l'Europe par les Alliés lors d'un débarquement. On attribua donc une nouvelle mission aux S-boats, la défense du littoral français. Alors que le vent commençait à tourner pour les Allemands, leurs torpilleurs devinrent la clé de voûte de leur stratégie pour retarder ou empêcher un débarquement des Alliés. Les S-boats devaient intercepter les navires alliés et dans l'idéal faire assez de dégâts pour que les troupes stationnées sur le littoral puissent arrêter l'invasion. En avril 1944, malheureusement pour les Alliés,
la stratégie allemande se révéla payante. L'attaque a été gardée secrète parce qu'on pensait que ce serait trop dur pour le moral des troupes. Grâce à la ténacité d'un homme, 40 ans plus tard, la vérité allait éclater. Un jour, un vétéran a dit à mon père, « Ken Small, je vous dois tout ce que j'ai. » Et il lui a répondu, « Non, c'est nous qui vous devons tout. » On ne s'imagine pas que la belle côte du sud-ouest de l'Angleterre ait pu être le théâtre d'affrontements violents. Et pourtant, en 1944, les habitants de Slapton, dans le Devon, durent quitter leur village pour que s'y tiennent des exercices militaires. Il fallut 40 ans pour que la vérité sur le déroulement de cet entraînement éclate au grand jour. Dans les années 70, Ken Small s'occupait d'une petite maison d'hôtes dans la région. Pendant son temps libre, il parcourait les plages pour trouver des objets insolites. Il trouvait souvent des pièces, plus rarement des bijoux. Mais à Slapton, il faisait des découvertes moins réjouissantes. Il avait un grand bac à la maison où il stockait des dizaines et dizaines d'éclats d'obus qu'il trouvait sur la plage, comme les balles, les cartouches et d'autres résidus de la guerre. Mais de temps en temps, il trouvait un bracelet avec un nom dessus. Souvent, ce nom était typiquement américain. Quand on trouve des balles et d'autres morceaux de munitions, ce n'est pas personnel, mais quand on trouve des bagues, des boutons d'uniforme, des boucles de ceinture ou des gourmettes, c'est très différent. Ça devient tout de suite plus réel. Ken pensait déjà à cette époque que quelque chose ne s'était pas déroulé comme prévu lors des exercices de 1944. Mais il ne savait pas qu'il était sur le point de découvrir l'un des secrets les mieux gardés de la Seconde Guerre mondiale. Une hécatombe pour les Alliés causée par les redoutables S-boats allemands. Ken discuta de ces macabres découvertes avec un pêcheur des environs, Tony Steer. Lui aussi avait cru remarquer quelque chose de très étrange. Tony lui expliqua qu'un peu plus au large, il y avait quelque chose au fond de l'eau, posé sur le sable. Mon père lui demanda ce qu'il pensait que c'était. Il voulait en avoir le cœur net. Il finit par le persuader de plonger pour aller vérifier. Quand il est remonté, il a dit à mon père, « Tu ne vas pas me croire, mais c'est un tank Sherman. » En 1974, Ken acheta au gouvernement américain ce tank pour $50. 10 ans plus tard, sous les yeux des médias et du public, le tank fut remonté à la surface et déposé sur la rive. Profitant de la publicité offerte par la découverte de Ken Small, des voix se sont libérées des deux côtés de l'Atlantique pour raconter enfin la vérité. La découverte du tank a vraiment tout changé. Une fois qu'il a été remonté, on ne pouvait plus faire comme si de rien n'était. Et beaucoup de vétérans se sont dit que c'était le moment de parler. 40 ans plus tard, le grand public découvrit que ce tank avait coulé lors d'une répétition générale du débarquement de Normandie. Pendant 9 jours, plus de 30 000 soldats américains avaient participé à l'opération Tigre. On avait choisi la plage de Slapton pour l'entraînement parce que sa configuration rappelait celle de la plage de Normandie que les Américains appelaient Utah Beach. Ils ont embarqué à Portsmouth, ont pris la mer et se sont éloignés de la côte, dans la Manche, pour essayer de reproduire le temps que leur prendrait la vraie traversée. Ils ont ensuite fait demi-tour et se sont approchés du rivage au lever du jour. Le but était de reproduire le mieux possible les conditions réelles. Personne ne pouvait imaginer que l'entraînement allait se transformer en véritable opération. Les services de renseignements allemands avaient repéré une augmentation anormale des échanges radio autour de Slapton. Ils n'avaient même pas besoin de déchiffrer les messages. Ils ont simplement observé qu'il y avait soudain beaucoup d'échanges dans cette zone d'habitude calme. Et sans savoir ce qui s'était dit, sans savoir précisément qui avait pris la mer, ils savaient qu'il se tramait quelque chose de très important. Les services de radio allemands ont donc communiqué aux 5e et 9e flottilles de S-boats qui stationnaient à Cherbourg qu'il se passait quelque chose, et elles sont parties vers Slapton. Dans la nuit du 28 avril, la flotte allemande se positionna au large de la côte du Devon. Le S-130 faisait partie des torpilleurs mobilisés. Ils se retrouvèrent face à des cibles vulnérables. 8 bâtiments de débarquement de chars américains se déplaçaient en ligne vers la plage sous la protection de la Royal Navy.
Rapidement, les S-boats se mirent en position pour lancer l'attaque, la redoutable Stickansatz, et tirèrent leurs torpilles. Pour les milliers de soldats alliés participant à l'opération, l'entraînement allait tourner au cauchemar. Au moment où les torpilles allemandes ont touché les navires alliés, de nombreuses explosions se sont déclenchées à l'intérieur. Sur les ponts des véhicules, les réservoirs à essence de certains tanks avaient pris feu et ça a tourné au carnage. J'ai vu notre opérateur radio sur le pont. Il m'a dit qu'il ne se jetterait pas dans l'eau glacée. Je lui ai montré les explosions qui continuaient et lui a dit « Il faut choisir, mourir brûlé sur le bateau ou congelé dans la mer. » Je ne l'ai jamais revu. Certains soldats et marins sont morts sur le coup. D'autres se sont retrouvés coincés sous la coque. Certains furent brûlés vifs et d'autres moururent en voulant s'échapper. J'ai sauté dans l'eau au milieu des cadavres, des gens qui criaient. Un officier m'a dit d'économiser mon souffle, d'arrêter de crier. Personne n'allait nous sauver. Les hommes présents ont passé une nuit en enfer. Quand les Américains ont commencé à répliquer, les S-boats ont changé de cap pour rentrer au port. Avec un bilan de plus de 700 morts, l'entraînement au débarquement de Normandie fit en réalité plus de dommages que celui qui allait effectivement se dérouler 5 semaines et demie plus tard. Heureusement pour les Alliés, les Allemands ne comprirent jamais la signification réelle de ce qu'ils avaient vu. Le secret du D-Day ne fut pas dévoilé. Ceux qui avaient survécu à l'attaque allemande reçurent l'ordre de ne pas parler de ce désastre. À l'époque, l'attaque a été gardée secrète, parce qu'on pensait que ce serait trop dur pour le moral des troupes et que ça pourrait influencer l'opinion américaine. Grâce à Ken Small, ce secret officiel fut enfin révélé 40 ans plus tard. Le tank Sherman qui l'a sorti des eaux du Devon devint un véritable mémorial pour tous ceux qui perdirent la vie à Slapton. Tous les gens que je rencontre et qui ont dû vivre avec ce secret me disent à quel point ils sont reconnaissants envers mon père. Un jour, un vétéran lui a dit « Ken Small, je vous dois tout ce que j'ai. » Et il lui a répondu « Non, c'est nous qui vous devons tout. » Partout où ils allaient, les S-boats inspiraient la peur, à raison. Mais ils n'étaient pas invincibles. Quand la Seconde Guerre mondiale éclata, la marine allemande comptait plus de 60 torpilleurs à moteur. La Royal Navy en possédait 3. Mais ces navires étaient révolutionnaires. Le premier à avoir été construit est le MTB 102. Il avait été conçu comme un prototype par le constructeur Vospers. Sa forme élancée et sa puissance de feu hors norme intéressèrent la Royal Navy. Rapidement, la flotte de MTB passa de 3 à 60. C'était le premier petit bateau à pouvoir transporter 2 tubes lance-torpilles de 533 mm. Avant, on utilisait des torpilles de 450. Elles étaient déclenchées directement depuis le pont à l'aide d'une charge explosive, comme si l'on tirait avec un gros canon. Elles partaient du tube et s'enfonçaient dans l'eau. À l'intérieur, il y avait un petit moteur diesel qui leur permettait d'atteindre une vitesse de 40 nœuds et elles avaient une portée d'environ 4500 mètres. L'artillerie n'était pas la seule originalité de ces nouveaux navires. Son inventeur, Peter Duquesne, était un pilote d'avion et un constructeur naval. En carénant la coque du torpilleur avec des techniques utilisées pour les fuselages d'avions, il en augmenta la vitesse maximale de 10 nœuds. Armée de torpilles et de mines marines, la flotte de vedettes pouvait combattre des cuirassés et des sous-marins. Mais leur véritable potentiel était gardé secret. Pour les Allemands, il s'agissait simplement de navires côtiers, pas de torpilleurs. Le MTB 102 est le plus célèbre de ce type de navire britannique. Il a été utilisé pendant la guerre et serait le plus petit navire à avoir jamais arboré le pavillon de la Royal Navy.
Au printemps 1940, le destroyer HMS Case supervisait l'évacuation des troupes depuis le port de Dunkerque. Mais le 1er juin, il fut pris pour cible par la Luftwaffe qui le bombarda. Il fallut l'abandonner. L'amiral Wake Walker, qui commandait le Case, dut se replier sur le navire le plus proche pour poursuivre l'opération, et il se trouve que c'était le MTB 102. Il fallait absolument un pavillon à ce nouveau vaisseau amiral. Naturellement, il n'y en avait pas à bord du MTB 102. Il fallut donc improviser. L'équipage en fabriqua un avec l'un des torchons de l'amirauté. C'était tout simplement un carré de tissu blanc avec une ligne rouge tissée au centre. On a peint sur une autre ligne pour faire une croix, et ça faisait donc un pavillon amiral avec 2 points pour montrer qu'il y avait aussi un contre-amiral à bord. Pendant les 3 derniers jours de l'évacuation de Dunkerque, le MTB 102 coordonnait les opérations avec un torchon de l'amirauté accroché au mât. Quatre ans plus tard, le MTB 102 entra à nouveau dans l'histoire en transportant Churchill et Eisenhower lors de l'inspection des navires du débarquement rassemblés dans le Solent. Et c'est cette toute première vedette torpilleur qui est la seule à être encore opérationnelle aujourd'hui. C'est vraiment un petit bateau incroyable. Il a une histoire exceptionnelle et tellement riche. Je crois que n'importe qui le sent tout de suite en montant à bord. Personnellement, à chaque fois que je pense à tout ce qu'il a vécu, je suis très ému. Le MTB 102 mérite cette réputation légendaire. Mais ce n'est pas la plus connue des vedettes torpilleurs. Ce titre revient à un navire construit outre-Atlantique. Le PT-109 est coupé en 2, l'épave est en feu, et l'aviation japonaise les prend pour cible. Sans ce petit navire, l'une des icônes du XXe siècle n'aurait jamais existé. Le 20 janvier 1961, une vedette torpilleur fit sensation en défilant lors d'une journée historique, l'investiture d'un président des États-Unis. John Fitzgerald Kennedy était désormais l'homme le plus puissant de la planète. 18 ans auparavant, il s'était fait un nom dans le Pacifique en tant que capitaine de vedette torpilleur pendant la Seconde Guerre mondiale. Les Patrol Torpedo Boat, ou PT-Boat, étaient très appréciés du public américain. Je voudrais vous présenter la véritable perle de la marine américaine. Vous parlez de moi? Bien sûr que non. Je parle de cette vedette. C'est vrai qu'à l'époque, les gens trouvaient ça très glamour d'être affectés sur une de ces vedettes. Les autres marins étaient souvent jaloux. On nous disait « Vous êtes incroyable !» À force d'exploits sur les PT-Boats, Kennedy devint un véritable héros de guerre, ce qui lui permit de briguer la Maison-Blanche. Ces navires étaient légers, très mobiles, et avaient une puissance de feu dévastatrice. Pour les Japonais, ces petits navires étaient une menace très sérieuse. Ils les surnommaient les moustiques. Les 434 PT-Boats mobilisés dans le Pacifique coulèrent au moins 1200 navires et 47 avions ennemis. Ils étaient équipés de 4 tubes lanceurs de torpilles. Chaque ogive renfermait 270 kg d'explosifs. Elle pouvait couler n'importe quel navire. Les PT-Boats étaient saturés d'armes. Sur le pont, il y avait 2 mitrailleuses de calibre 50 qui avaient été conçues pour l'aviation. Ils avaient une cadence de tir très élevée et ils étaient très efficaces. À bord, tout était très simple. La tourelle de tir était manuelle. Le tireur se calait le dos ici et utilisait ses pieds pour faire tourner la mitrailleuse montée sur rouleau. Comme l'équipage était très réduit, chacun devait connaître le poste des autres au cas où quelqu'un serait blessé pendant une attaque et qu'il fallait le remplacer. J'étais l'opérateur radar, mais je m'occupais aussi d'une mitrailleuse 20 mm. Et quand le cuistot était malade, j'étais en charge des repas. Les équipages de ces vedettes n'avaient peur de rien. Quand des destroyers japonais les attaquaient, ils mettaient en œuvre une stratégie ingénieuse
mais très risqué. Ils se plaçaient le long des flancs des navires ennemis qui n'avaient du coup pas assez de distance pour pouvoir faire feu, tiraient sur les projecteurs et profitaient de la confusion créée pour s'enfuir. Mais malgré leur réputation d'intrépidité et leur puissance de feu, les pété-boats présentaient de graves inconvénients. Il arrivait régulièrement que leur torpille ne quitte pas le tube de lancement. Les turbines de la torpille n'avaient pas de résistance, et sans le contact de l'eau froide, la chaleur les faisait exploser. Même quand tout se passait normalement, l'explosion au lancement de la torpille pouvait révéler la position de la vedette à l'ennemi. Pendant la nuit, ça créait un flash de lumière qui les trahissait, et parfois la graisse présente dans le tube pouvait prendre feu et brûler pendant quelques secondes. Si un navire ennemi était dans la zone, il ne pouvait pas les rater. La vie à bord des pété-boats ne ressemblait pas du tout à la vie à bord d'autres navires américains. Les équipages trouvaient le moyen de tromper le danger auquel ils étaient confrontés. À bord, on jouait souvent à un jeu. On distribuait les cartes, on les retournait, et celui qui avait la plus basse mourrait cette nuit. Ça nous faisait rigoler. Je préférais largement servir sur une vedette que sur l'un des immenses navires, avec 2500 membres d'équipage où on ne connaissait personne, sauf son voisin de couchette. Nous, on était très proches, on s'appréciait beaucoup, comme des frères. On veillait les uns sur les autres. Le jeune Kennedy fut tout de suite attiré par la réputation des pété-boats. À 26 ans, il servait dans le Pacifique en tant que commandant du PT-109, qui faisait partie d'un escadron basé à Rendova, l'une des îles Salomon. En 1943, les Américains avaient entrepris de repousser les Japonais de cette région. La mission des vedettes torpilleurs était d'empêcher le réapprovisionnement des troupes japonaises stationnées dans la zone. Kennedy avait hâte de faire ses preuves et de faire oublier le nom de son père, Joseph Kennedy, l'ancien ambassadeur américain au Royaume-Uni. Kennedy tenait absolument à se battre pendant la guerre, notamment parce que son père avait une réputation de pessimiste, de défaitiste. Il voulait montrer qu'il ne passerait pas la guerre à porter un costume de lâche, pour le citer. Son heure vint à la fin du mois de juillet 1943, quand les renseignements de l'armée informèrent sa base que des destroyers japonais se dirigeaient vers les îles Salomon. 15 pété-boats furent dépêchés dans ce qui fut l'une des plus importantes opérations de cette campagne. Ils ont rencontré les destroyers un peu plus tôt que prévu. Ils avaient environ 1 heure d'avance sur les informations disponibles. Et la confrontation ne s'est pas bien passée du tout. Les vedettes torpilleurs tirèrent leurs missiles sur les navires japonais, mais aucun ne toucha sa cible. Sur le pont du PT-109, Kennedy et la vigie comprirent trop tard qu'un destroyer fonçait droit sur eux. Leur navire fut coupé en deux. Il a essayé de faire pivoter le navire de 30 degrés pour pouvoir tirer. Mais le destroyer allait beaucoup trop vite, et il n'avait même pas fini la manœuvre que le navire était déjà sur eux. Il a coupé la vedette au niveau d'un des tubes à torpille. Le choc fut d'une violence incroyable. Le soldat qui était à la tourelle de tir fut tué sur le coup, et le bateau japonais continua jusqu'au réservoir de la vedette qui s'embrasa. Il faut essayer de s'imaginer ce que ça fait, un destroyer de 2000 tonnes qui transperce une vedette en bois de 25 mètres. Le 109 est coupé en deux. L'épave est en feu. Les hommes essaient de ne pas se noyer, et tout autour d'eux volent des chasseurs japonais qui les prennent pour cible. Il faut qu'ils se débrouillent pour s'accrocher à l'épave, qui elle-même finira par couler. Évidemment, ils attendent que leur escadron revienne pour eux, mais cela n'arrivera en réalité jamais. C'est quelque chose que Kennedy ne parviendra jamais à leur pardonner. Même des années plus tard, quand, à la convention du Parti démocrate, il rencontre un des soldats d'une des autres vedettes, il ne peut pas s'empêcher de lui demander « Où étiez-vous » Aucune recherche ne fut lancée pour l'équipage du PT-109. On pensait qu'il n'y avait aucun survivant. En réalité, pendant 9 heures, les 11 rescapés de l'attaque s'accrochaient à ce qui restait de la coque. Abandonnant l'espoir de voir arriver de l'aide, ils décidèrent de rejoindre l'île la plus proche à la nage.
Kennedy attrapa la sangle du gilet de sauvetage d'un de ses camarades blessés avec ses dents et le conduisit sain et sauf jusqu'au rivage, situé à 4 heures de nage. Les jours qui suivirent, l'équipage nagea d'île en île pour trouver des fruits et de l'eau potable. Quand ils rencontrèrent finalement un autochtone, Kennedy grava dans la coque d'une noix de coco un message qu'il pourrait transmettre aux Américains. Indigène connaît position, sait conduire, 11 survivants, besoin d'un petit bateau, Kennedy. 7 jours après le naufrage, un autre PT-boat vint finalement les secourir et Kennedy devint un héros national. Il reçut la médaille de la marine et le badge du mérite militaire. Il a eu de la chance, parce que sur le PT-157 qui était venu les secourir, il y avait 2 correspondants de guerre qui s'étaient empressés de rapporter cette histoire qui fit les gros titres aux États-Unis. Le PT-109 fait partie de la mythologie du président Kennedy. Il lui a permis de sortir de l'ombre de son père et de tracer son propre chemin jusqu'à la Maison-Blanche. Pour son investiture en janvier 1961, on décida de redécorer un autre navire en PT-109 et de le faire défiler dans les rues de Washington. Être capitaine du PT-109, c'est vraiment ce qui lui a permis de commencer sa carrière politique. Il faisait partie de cette génération de vétérans, ceux qui avaient combattu pendant la Seconde Guerre mondiale et qui ont pris les postes importants après l'armistice. Kennedy leur plaisait beaucoup grâce à ses exploits dans le Pacifique. Kennedy récupéra la noix de coco sur laquelle il avait gravé son message à 13 000 km de là. Et il la fit accrocher dans le bureau ovale. La Seconde Guerre mondiale représente un âge d'or pour les torpilleurs. Si rapides et puissants que tout le monde les craignait. Mais dès 1945, cette époque marquée par l'héroïsme et les vedettes se termina. À côté des torpilles, un nouveau type de missile se développait. Les armes et les navires de guerre entraient dans l'ère du nucléaire.